Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Jean Coldefy, je suis le responsable des programmes à l'association ATEC ITS France et je ne peux pas être malheureusement avec vous pour cet after work sur la décarbonation des mobilités. Donc je fais ça à distance. Je vais vous présenter résultats de réflexion issus de la feuille de route décarbonation des mobilités que l'on a prolongé évidemment parce que ces travaux ne s'arrêtent jamais. Donc la question, c'est la question du financement sur la décarbonation des mobilités que je vais parcourir après un diagnostic, les solutions que l'on a pour décarboner les mobilités et ensuite les propositions, en tout cas ce que cela implique en termes de financement et de gouvernance. Alors, partons du Grenelle de l'environnement qui, en 2007, avait comme objectif une baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand vous voyez ce graphique qui vous présente la part modale kilométrique, on constate que celle-ci est quasiment restée stable, elle a très peu bougé, elle est passée de 83 à 80% en 20 ans, la part modale kilométrique de la route, et celle des transports en commun a peu progressé. Et pourtant, on a investi 83 milliards d'euros dans les transports publics, 61 dans les transports en commun urbains, 22 dans les TGV. Que s'est-il donc passé? On a un objectif de baisse de 55% des émissions d'ici 2030 et une neutralité en 2050. Donc vous voyez l'immensité du challenge qui est devant nous. Alors la réponse à la question que s'est-il donc passé, elle vient dans la localisation des émissions de gaz à effet de serre de la mobilité. Les transports, c'est 30% des émissions françaises et la voiture pèse la moitié de ces émissions, 16%, un peu plus de la moitié. Et quand vous regardez où sont localisés ces 16%, vous vous rendez compte après analyse que 5% sont localisés, des émissions nationales sont localisées sur les liens en voiture entre les centres urbains et leur périphérie, 1% en première couronne, 3% dans le périurbain, 2% des déplacements en voiture entre les aires urbaines et 5% sur la longue distance. Donc on voit que les aires urbaines pèsent extrêmement lourd et notamment les liens centre-périphérie. Et j'indique ici où s'est fait le report modal et donc vous voyez que le report modal s'est fait dans les villes-centres qui ne sont pas représentées ici parce qu'en fait elles ne pèsent que 0,2% des émissions. En fait la décarbonation a déjà eu lieu du fait du Grenelle de l'environnement mais qui ne pèse que sur une fraction trop faible des émissions pour avoir été détectées au niveau national. Très concrètement, quand vous regardez la catégorisation par l'INSEE de la géographie française, donc à la fois en taille d'aire urbaine sur les différentes lignes qui sont là, et en distinguant en colonne la commune centre, la première couronne, le périurbain et tout ce qui est purement rural, les communes hors attraction des villes. Vous vous rendez compte plusieurs choses. Premièrement, 50% de la population habite dans des zones rurales. L'aire d'influence économique des villes est grande, mais la population n'habite pas dans les villes pour l'essentiel. On voit que le rural non polarisé, ce n'est que 7%, mais 50% de la population habite dans des configurations, dans des zones rurales. Deuxièmement, 8% seulement de la population habite dans les communes-centres de très grandes agglos, les agglos de plus de 700 000 habitants. Vous avez aussi un troisième résultat très intéressant qui vous montre que pour un habitant dans la ville-centre, hors Île-de-France, j'en ai un autre en première couronne et deux autres dans le périurbain. Donc au sein même des aires urbaines, des grandes aires urbaines, les 2 tiers de la population n'habitent pas dans la commune centre. C'est un point très important parce que ça génère des flux très importants, notamment sur le domicile-travail. Et puis vous avez les couronnes, donc première et deuxième couronne, des agglomérations de plus de 200 000 habitants qui pèsent pratiquement 50% de la population française. Donc on voit bien par cette catégorisation les enjeux de mobilité qui sont les nôtres. Alors, quand vous croisez ceci avec les déplacements en voiture, notamment l'enquête Parc Auto de Kantar, très régulière, vous vous rendez compte qu'un ménage qui habite à Paris, dans la commune centre de l'aire urbaine de Paris, réalise en moyenne 3300 km par an, quand ceux du périurbain, les communes de couronne, donc le périurbain, vont entre 18 000 et 20 000 km par an. Donc on a une disparité extrêmement grande des situations et c'est bien dans ces périurbains qu'il va falloir que l'on fasse l'effort demain. Dit autrement, vous voyez aussi avec ce graphique en orange les transports en commun et en bleu la voiture. La part modale kilométrique des transports en commun est de 42% en Île-de-France, parce qu'on a un système de transport en commun qui est équivalent à tout ce qui existe dans le reste de la France pour 20% de la population. Et évidemment, à droite,
la part modale des transports en commun n'est que de 10%. Ce qu'on a réussi en Île-de-France, il faudrait qu'on y arrive en province également, ce qui vous donne un peu, permet de visualiser ce qu'il nous faut réaliser demain. Alors, pour décarboner les mobilités, on peut agir sur 3 facteurs. Les émissions unitaires, les kilomètres parcourus et le taux de remplissage. Les émissions unitaires, ça va être le véhicule électrique, mais du fait du faible taux de renouvellement de la flotte, on peut espérer avoir une baisse de 20% d'ici 2030, ce qui signifie que pour atteindre 55% d'émissions, les 2 autres termes de l'équation devront faire une baisse de 44%. Je vais m'attarder sur l'urbanisme et le report modal, ça serait un peu trop long de détailler pourquoi je ne m'attarde pas sur les autres termes de cette équation. Donc moins 44% pour ces 2 termes. L'urbanisme, c'est assez simple, j'allais dire, mais ça produira son effet dans 15 ans, 20 ans, mais il faut absolument le faire parce qu'on voit bien aujourd'hui la difficulté que l'on a à rattraper la situation actuelle. Il faut un urbanisme de la proximité au sens physique du terme, géographique du terme, donc qui favorise la marche et le vélo pour les déplacements courts du quotidien, c'est-à-dire les déplacements résidentiels, amener mes enfants à l'école, faire des courses, aller à la pharmacie, aller à la poste, etc. etc. Ça s'appelle la ville du quart d'heure et désolé pour ses partisans, mais elle existe déjà. Par contre, pour les domiciles de travail, les lieux d'habitat et de travail sont dissociés et ça ne changera pas parce que d'une part, les 2 personnes d'un couple travaillent et d'autre part, parce qu'on a une métropolisation des emplois et une explosion des coûts de l'immobilier en centre-ville. Et donc, il faudra pour ces déplacements-là un urbanisme de la vitesse. Donc, non pas de la géographie physique, mais de la vitesse par des transports en commun rapides et non plus par la voiture. Et donc, ça, c'est la métropole de la demi-heure qui reste largement à inventer. Alors, juste ce petit transparent pour vous montrer la différence entre la gestion de l'urbanisme, entre l'aire urbaine de Lyon et l'aire urbaine d'Oslo. En jaune, les zones ne sont pas peuplées et en rouge, elles sont très peuplées. Donc vous voyez qu'on a un éparpillement à gauche qui est énorme et qui est dû en fait simplement à la décomposition territoriale puisqu'on a 500 communes grosso modo à gauche et on en a une dizaine à droite. Et donc l'éclatement communal français génère de l'éparpillement urbain qui rend très difficile la gestion des mobilités par autre chose que la voiture. Voilà, j'ai 1 million de kilomètres de route, 1 million 100 de kilomètres de route en France et 30 000 de voies ferrées, métro et tramway. Donc Oslo, effectivement, est bien mieux armé pour gérer la lutte contre le réchauffement climatique et les déplacements en voiture que ne l'est Lyon aujourd'hui, et c'est vrai dans toutes les grandes aires urbaines de France. Alors, si on regarde maintenant la question du report modal, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on fait une étude de corrélation, on l'a fait sur les 52 grandes agglomérations françaises, entre la part modale des transports en commun et la part modale de la voiture, on voit très clairement que plus j'ai de transports en commun, moins j'ai de voitures. Et la corrélation est quasi parfaite, elle est pratiquement de 1, c'est énorme. Donc ça fonctionne, il faut juste en déployer. Et donc l'idée que l'on a soumise dans notre feuille de route à la tech, c'est d'avoir un package avec 4 axes sur des infrastructures, des parcs relais, des voies réservées, des pistes cyclables, des outils de gestion de trafic, premier axe. Deuxième axe, des offres de transport en commun capacitaires, des cars express, des trains et des tramways. Le numérique, donc l'idée c'est de pouvoir accéder à toutes ces offres de manière simple, parce que l'intermodalité ou la multimodalité c'est toujours un coût, c'est toujours une gêne pour l'usager, donc il faut absolument lui simplifier la vie. Et puis évidemment le 4e axe c'est l'économie avec un financement soutenable et une tarification beaucoup plus personnalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Juste quand même pour vous donner quelques ordres de grandeur, sur les parcs relais, il faudrait multiplier l'offre actuelle par 30 ou 40. En Île-de-France, j'ai 3 millions de véhicules en circulation tous les jours, j'ai 30 000 places de parcs relais. Et en province, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Sur les offres de TC capacitaires, j'ai 220 000 navetteurs sur Lyon, j'ai 35 000 places dans les TER. Donc vous voyez qu'on a un problème de capacité et d'offre de transport en commun qui est absolument énorme. Donc il faudrait multiplier par 3 l'offre de transport en commun et par 40 l'offre de parcs relais. Ça chiffre, le chiffrage de tout ce programme avec les nœuds ferroviaires et des transports en commun en site propre reliant centre-ville et première couronne, on l'a estimé à 50 milliards d'euros à investir. C'est pas, j'allais dire, inaccessible. La difficulté, c'est qu'il faut faire ça vite et donc ça suppose de la mobilisation de moyens financiers. Alors, comment y arriver? 3 axes, économiser, redéployer et financer. Alors, réduire les coûts, c'est assez simple. Aujourd'hui, on voit que la mise en concurrence sur la région sud a permis de diviser les coûts par 2 sur les TER et on sait depuis longtemps que les coûts de la SNCF
au train kilomètre sont de 18 € quand ils sont de 9 de l'autre côté du Rhin en Allemagne. Et donc, la mise en concurrence permet de faire baisser les coûts des monopoles et d'améliorer la qualité de service. Si on généralise ça sur les TER, le Transilien et la RATP, on devrait pouvoir dégager au moins 2,5 milliards d'euros par an en régime de croisière. C'est quand même considérable. Le deuxième axe, c'est de redéployer les moyens là où sont les besoins. Donc on a une espèce de fétichisme sur le train en France. Or, l'objectif, c'est pas de faire rouler des trains, c'est de transporter des gens. Et aujourd'hui, on a quand même un bon nombre de TER qui sont très peu remplis, pour pas dire vides, qui sont au diesel et donc qui coûtent extrêmement cher et qui sont très polluants. On sait que faire rouler des cars remplis, évidemment, ça coûte nettement moins cher, un rapport de 1 à 5 par rapport à des trains, et évidemment, ça émet moins. La Cour des comptes s'en est fait l'écho dans un rapport l'an passé. On peut aussi redéployer de l'offre là où elle est surabondante et la mettre là où on en a vraiment besoin parce qu'on a une carence d'offres, par exemple, entre Paris et la première couronne. Le troisième axe, c'est retrouver des capacités de financement. On est aujourd'hui à un ratio recettes sur dépenses de 25%. Il faudrait qu'on remonte à 50% comme on y était dans les années 90 avec une tarification plus à l'usage et donc ça permettra de générer 6 milliards d'euros par an. Au passage, la gratuité, ce serait une perte de 7 milliards par an, donc ce serait quand même relativement catastrophique. Le deuxième point, c'est mettre en place un pass mobilité qui intègre la voiture. Alors on peut appeler ça un péage urbain. Appelons-le péage urbain light et non pas pour pénaliser la voiture, mais pour générer des ressources, dégager des ressources pour financer des alternatives, en exonérant les premiers déciles de revenus, et avec des tarifs faibles, 1 à 2 €, on pourra pouvoir dégager sur les 7 métropoles qui le justifieraient de l'ordre d'1,5 milliard d'euros par an. Et le troisième axe, c'est de valoriser les externalités positives des transports en commun. On a un différentiel au passage des kilomètres de 100 grammes entre les transports en commun et la voiture, 100 grammes de CO2 émis. Au tarif à 100 € la tonne, ça pourrait permettre de dégager 1,5 milliard d'euros par an pour les transports. La gouvernance, essentielle. La première mesure, c'est transférer les routes aux AOM, donc métropole et région, y compris stationnement. Comment est-ce qu'on peut gérer la mobilité sans avoir la maîtrise de l'espace public? C'est quand même extrêmement compliqué et ça ralentit à peu près toutes les mesures. Donc pour pouvoir faire des voies réservées, si on veut le faire vite, il faut absolument simplifier la gouvernance des voiries. La deuxième mesure, c'est étendre le périmètre des métropoles à l'échelle de l'aire urbaine. L'aire urbaine, c'est quoi? C'est l'endroit où les gens vivent et travaillent. Aujourd'hui, ces deux lieux sont dissociés. Les terrains de jeu électoraux fait que les métropoles s'intéressent qu'aux métropoles et les régions s'intéressent pratiquement qu'aux zones rurales. Or, on a énormément de flux entre les deux et personne ne s'en occupe, en tout cas très mal aujourd'hui. Et donc, il faut remettre le terrain de jeu électoral au niveau des bassins de vie, donc au niveau des bassins de l'aire urbaine. Ça favorisera le regroupement de communes et il faut avoir une élection au suffrage universel direct avec un poids des communes qui soit strictement proportionnel à leur démographie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La troisième mesure, c'est permettre aux métropoles qui subissent toutes les nuisances de la voiture qui viennent de l'extérieur, de déployer des transports en commun, qu'ils soient routiers ou ferrés, depuis leur centre jusqu'au périurbain et 1 heure de temps de parcours, et ce qui permettrait aussi de favoriser les coopérations métropole-région avec des incitatifs côté État. Quatrième mesure, c'est sortir le réseau ferré du périmètre de la SNCF pour favoriser la concurrence et sortir surtout de la logique de faire payer le financement du réseau par les péages. On voit que ça ne fonctionne pas puisque régulièrement, tous les 10 ans, 20 ans, l'État est obligé de combler le trou. C'était 35 milliards en 2021, c'est quand même pas rien. Et donc cette logique-là ne fonctionne pas. Il faut revenir à une logique plus européenne qui est celle préconisée par la Commission européenne d'un portage du réseau par l'État et donc ça fera baisser les coûts des péages et donc le prix du train et ça favorisera son usage. Voilà. Et dernière mesure, il faut absolument qu'on sorte d'une évaluation, qu'on sorte d'un quoi qu'il en coûte, mais il faut évaluer les projets de mobilité sur la base du coût sociétal de la tonne de CO2 évitée. Quel est ce coût? Et ça permettra de faire des arbitrages entre les projets. Et on verra que certains projets ne verront sans doute pas le jour avec cette évaluation, j'allais dire, rigoureuse et scientifique. Scénario pour demain et conclusion. On a devant nous un choix assez simple au final. Soit on poursuit dans l'augmentation des contributions publiques et dans une régulation de la mobilité par la seule congestion, ce qui pollue, et donc on a un impact très lent sur les émissions de CO2, vous l'avez vu au démarrage de cette présentation, et par contre on renforce encore les déséquilibres territoriaux.
c'est malheureusement le scénario dans lequel, j'allais dire, nous sommes un peu engoncés par une pensée française qui se limite à interdire et subventionner, qui est inefficace. Soit on finance les mobilités à l'usage et on dégage des financements pour accélérer, c'est ce qui devrait nous commander les enjeux climatiques. Et donc la vraie question, enfin c'est toujours la même, c'est la question de l'équilibre entre l'efficacité et l'équité sociale et territoriale. On a les solutions, on sait ce qu'il faut faire, il faut accélérer pour les financer et il faut le faire dans la justice, c'est évidemment essentiel. Il faudra des carottes, c'est-à-dire des alternatives à la voiture, mais il faudra aussi des bâtons, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de report modal sans solution alternative, mais il n'y a pas de report modal sans contrainte non plus sur la voiture. Les choses ne vont pas se passer naturellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème de comportement, on a un problème d'offre, mais demain, on aura sans doute un problème de comportement si on ne met pas de contrainte sur la voiture. Alors, je vais terminer par deux citations. La première, c'est celle de l'économiste François Pérou, qui est fondateur d'Économie et Humanisme, et qui disait cette chose assez simple: on ne peut pas augmenter l'investissement sans diminuer la consommation. On ne peut pas faire les deux à la fois. Et aujourd'hui, on est clairement dans un temps où il faut qu'on investisse énormément par rapport aux enjeux du réchauffement climatique. Et si on veut sauvegarder le niveau de vie des générations futures, eh ben, il faudra qu'on s'impose un sacrifice aux consommations présentes. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on investisse plus, donc on épargne plus, tout simplement. La deuxième citation, c'est celle de John Maynard Keynes qui disait que les politiques doivent faire des arbitrages entre l'efficacité, la liberté et l'équité. Et il disait ceci: les capitalistes ont failli en privilégiant efficacité et liberté au détriment de l'équité. Et il disait que les communistes ont également failli puisqu'ils ont sacrifié efficacité et liberté pour l'équité. Et ben, le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique, ne réussira que si on concilie les trois. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'after work et désolé encore de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui.